Depuis janvier. À un moment donné, je me suis rendu compte que bon, eh bien, on est attiré par la fréquence médiatique dans une espèce de cadence infernale et de cycle de la répétition sans fin, et que c'était complètement stérile. Donc j'ai choisi d'arrêter de répéter, je me suis tué un petit peu, et j'étais dans ma période de jeûne, et dans ma grande naïveté, je pensais que j'étais tranquille jusqu'en janvier. Et je me préparais en janvier à devoir à nouveau intervenir, écrire, me mobiliser publiquement, etc. Bon, eh bien, j'ai pas attendu janvier, hélas. Et je me suis dit, mais tu es très naïf en fait, parce que la menace était encore très très présente. Alors, ça c'est pour mon petit cas personnel qui n'est pas très intéressant. Ce qui me frappe depuis... Je vais peut-être arrêter de toucher ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ce qui me frappe depuis quelques jours, c'est la focalisation quasi exclusive et en tout cas obsessionnelle de nos médias sur l'idée qu'on est en guerre. Donc on a une espèce de délire de la rhétorique guerrière, des postures de martialité de la part de gens qui, en plus, manifestement, pour la plupart, ne sont pas faits pour ça. De la même façon, j'ai été invité sur un certain nombre de plateaux de télévision pour parler de ce qui nous arrivait. On ne m'interroge plus que sur le djihadisme et le terrorisme. Tous les spécialistes de quoi que ce soit qui, de près ou de loin, a à voir avec les questions sociales et la question de l'islam, est aujourd'hui censé être un spécialiste du djihadisme et du terrorisme, à tel point que très vite j'ai arrêté de participer à ce que je considère être souvent quasiment une mascarade. Et oui, alors tu as signalé que j'ai écrit pour Libération. Plutôt que d'aller trop dans les médias, je passe mon temps à écrire, parce qu'au moins quand on me demande des entretiens, je choisis les thèmes sur lesquels j'écris. Là, j'ai fait aussi un grand entretien pour le journal Le Soir en Belgique, qui est paru aussi dans la Republica, qui va apparaître dans la Tribune de Genève, etc. J'ai tout un groupe de journaux qui est associé, qui se passe les articles au niveau européen. Bref, une fois de plus, la fraternité est la grande oubliée. La grande oubliée, mais là je le dirais d'une façon particulière, c'est-à-dire que j'ai peur que nous tombions, je l'ai dit à plusieurs reprises, dans le piège de Daesh. Le piège, c'est de se laisser fasciner par le serpent, de se laisser hypnotiser par la menace, de se laisser hypnotiser par la peur, de se laisser hypnotiser par l'angoisse, de se laisser hypnotisé par le sentiment d'impuissance dans lequel nous avons l'impression d'être les uns et les autres. Je crois que, là aussi, je l'ai dit plusieurs fois, je le répète tel quel, c'est extrêmement dangereux, cette fascination, parce que, pour le dire d'une formule d'abord que je vais expliciter ensuite, je crois que Daesh sera d'autant plus fort que nous serons faibles. Je m'explique. C'est-à-dire que ce qui nous arrive n'arrive pas à n'importe quelle société, ou à une société qui est à n'importe quel moment de son histoire, ou qui se trouverait dans n'importe quel état de forme ou de méforme, de santé ou de faiblesse. En l'occurrence, nous sommes une société qui est aujourd'hui menacée, sans dramatiser, je n'irai pas jusqu'à dire de désagrégation, mais en tout cas de partir en morceaux. Hein, à cause de la gravité, de la multiplicité de ces fractures sociales et culturelles. Nous sommes une société qui est aujourd'hui incapable de fabriquer du commun, incapable de se rassembler autour de quoi que ce soit, malgré les incantations politiques au rassemblement. Toute notre classe politique unanime, chacun de nos hommes politiques au premier plan, nous dit « je suis l'homme du rassemblement ». On a envie de leur dire « mais du rassemblement autour de quoi ? Et à partir de quoi ? Et comment ?» Nous sommes donc aujourd'hui minés de l'intérieur par un ensemble de divisions, de fractures sociales et culturelles. Et je crois que le poison instillé ou distillé par Daesh, le poison de la peur, notamment le poison du sentiment d'impuissance, ne sera efficace, hélas, que si nous laissons notre société dans cet état. Parce que c'est par nos blessures que le poison de Daesh va s'infiltrer. On le voit aujourd'hui à travers un mécanisme très simple qui nous pend au nez, qui permettait la trivialité de l'expression. La tentation de laisser s'aggraver dans notre société le fossé, la fracture qui existe déjà entre les musulmans et les non-musulmans. Toutes les inquiétudes profondes, lourdes de notre société autour de l'islam, toutes les tensions
autour de l'islam, avec des deux côtés des replis identitaires, des replis communautaires, des deux côtés. Donc si nous ne reprenons pas nos esprits, c'est-à-dire justement si nous ne nous rassemblons pas, et Patrick Vivray l'a proposé comme moi, autour de la fraternité. Alors après on peut se demander pourquoi la fraternité, on pourra l'expliciter dans un second temps. Mais en tout cas, si nous ne nous ressaisissons pas en tant que société pour travailler à réduire la gravité de nos fractures sociales et culturelles, dont je viens d'évoquer une des plus inquiétantes, à savoir celle qui aujourd'hui sépare, à travers un fossé d'incompréhension, de suspicion, de rejet, etc., les musulmans et les non-musulmans, nous déroulons le tapis pour Daesh. Et là, nous nous offrons en victime expiatoire à la volonté manifeste qu'a Daesh, à la stratégie manifeste de Daesh, d'impressionner notre société et de jouer sur ses peurs. Bon. Et là, en l'occurrence, eh bien, c'est en dressant les musulmans contre le reste de la société, ou le reste de la société contre les musulmans, que eh bien, la menace terroriste risque d'avoir le plus de force. Elle a fait entre 100 et 200 morts, ce qui est absolument énorme. Mais si nous réussissons à nouveau dans notre société à fabriquer du commun, à restaurer une mixité sociale, à restaurer une égalité des chances, à réduire les écarts de richesse entre les riches et les pauvres, à créer partout où c'est nécessaire du dialogue interculturel, nous éviterons une catastrophe bien plus grande encore, qui est la catastrophe d'une société qui se disloque parce qu'elle n'a plus de dénominateur commun et parce que les forces centrifuges l'emportent sur les forces centripètes. Et là, ce ne sera pas 200 morts que nous aurons à déplorer. Nous aurons à déplorer soit une guerre civile, soit, et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de s'installer, une tranquillité sociale, mais pas une tranquillité sociale fondée sur le vivre ensemble, une tranquillité sociale assurée par un État sécuritaire et par un État policier. Et actuellement, l'hégémonie du discours martial nous laisse craindre que demain, les pouvoirs successifs, à travers les alternances politiques, soient des pouvoirs qui jouent de plus en plus, et de façon de plus en plus exclusive, et donc de façon de plus en plus inintéressante pour notre vivre ensemble, la carte sécuritaire. Alors il est sans doute nécessaire d'assurer aujourd'hui, dès aujourd'hui, de façon extrêmement forte, la sécurité du territoire national, etc. Mais à quel prix ? À quel prix? Si la seule réponse que nous sommes capables d'avoir, c'est la puissance guerrière à l'extérieur et à l'intérieur de nos frontières, un État qui est un État de plus en plus sécuritaire et qui, s'il est de plus en plus sécuritaire, sera un État liberticide, eh bien, ah oui, effectivement, les communautés sociales et les communautés culturelles se tiendront tranquilles. Hein, comme le disait Rousseau, déjà, on n'a jamais été aussi tranquille que dans les États despotiques. Hein. Mais ce n'est pas ça dont nos sociétés ont besoin aujourd'hui. Donc, est-ce que nous allons avoir, je dirais, la force collective d'être à la fois, d'assurer à la fois par les armes, il faut dire les choses comme elles sont, notre capacité à combattre Daesh, et tous ceux qui, venant de là, sont infiltrés à l'intérieur de notre territoire, mais à conduire en même temps une véritable mobilisation qui doit avoir lieu du côté de l'État et du côté de la société civile autour de la fraternité. Je dis du côté de l'État et de la société civile parce que pour moi c'est un faux, je dirais, une fausse alternative que de se dire est-ce que les choses doivent venir de l'État ou est-ce qu'elles doivent venir de la société civile. Les deux. Les deux. J'ai plaidé depuis janvier pour l'instauration d'un ministère de la fraternité. Le pouvoir en place n'en a strictement rien à faire. Et je ne rencontre la plupart du temps en face de moi que du cynisme. On me traite de philosophe idéaliste. On met ça sur le compte de la naïveté caractéristique du philosophe. Alors que j'ai montré dans le livre déjà, et puis ensuite j'en ai remis une couche en 20 dans un article pour la page débat du Monde, je crois que c'était au début du mois de mai, comment la fraternité, un ministère de la fraternité, on a bien eu, je l'ai dit beaucoup ça, on a eu l'indécence de créer un ministère de l'identité et de l'immigration. Donc on a été coupable du pire, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable du meilleur? Pourquoi est-ce qu'on continuerait de faire de la fraternité une espèce de transcendantal vide? Une idée régulatrice à la Kant, mais alors dans le sens le plus, je dirais, dénué de toute possibilité, de toute tentative d'une véritable réalisation. Hein, une espèce d'horizon lointain qui recule, comme tout horizon qui se respecte, devant nous au fur et à mesure qu'on avance vers lui. Bon.
Donc j'ai montré comment la fraternité, un ministère de la fraternité, pourrait avoir un rôle de mise en convergence et d'impulsion de tout un ensemble de politiques publiques. Sur le plan social, ce que je viens de rappeler, tout ce qui milite pour le rétablissement d'un minimum de mixité sociale. Tout à l'heure, pour venir, j'ai pris le train à la gare du Nord. Ben, je vais vous dire les choses de la façon la plus triviale. J'ai quitté la rive gauche, quasiment que des blancs. Je suis arrivé vers la rive droite, je suis sur la rive droite et je suis allé vers la gare du Nord, pardon pour la brutalité de l'expression, que des Noirs et des Arabes. Et après, on veut parler de fraternité? Comment est-ce que vous voulez que les gens ne ricanent pas? On laisse s'installer des situations sociales qui sont extrêmement dégradées, où les gens ne se mélangent plus. Où pour le noir, le blanc devient une abstraction, et pour le blanc, qui est dans l'entre-soi, lui, pas subi mais choisi, le noir devient une abstraction. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vit pas sur le même territoire. Et où à partir de là, tous les fantasmes sur les Arabes, les réfugiés, les migrants, les musulmans peuvent se développer. Bon. Et on se laisse hypnotiser par Daesh, alors qu'on a une responsabilité comme celle-ci, alors qu'on a laissé se pourrir autant de situations qui sont des situations de séparation, de ségrégation, etc. etc. Donc je crois que, bien sûr, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour tout ce qui est fait actuellement au niveau sécuritaire, mais de toute évidence, on est complètement hémiplégique dans notre réaction. On est complètement borgne dans notre réaction. Il y a un ressaisissement collectif qui doit se jouer au niveau de toutes les associations. Je parlais du ministère de la Fraternité, mais de toutes les associations. Aujourd'hui, vous avez vu, dès le lendemain des attentats, il y a eu des files d'attente de gens qui voulaient donner leur sang. On peut l'entendre aussi au sens symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire donner son sang? C'est-à-dire qu'ils sont prêts vraiment à s'engager. Donc il y a aujourd'hui une masse de bonne volonté et il n'y a aucun discours public pour les encourager. Aucun. On fait comme si la seule chose à faire c'était de lutter contre, de se battre contre, de détruire cet ennemi. Bon. Mais nous ne sommes pas, je reviens au début de mon propos, je m'arrête là, n'importe quelle société qui est dans n'importe quel moment de son histoire. Nous sommes extrêmement fragiles. Et tant que nous ne travaillerons pas presque en priorité sur ces fragilités, alors ces menaces extérieures auront sur nous un pouvoir de déstabilisation qui est en réalité sans commune mesure avec leur puissance de nuisance réelle, même si celle-ci nous a tous impressionnés. Bien. Parce qu'on va se centrer là sur cette notion, Patrick Vivray et moi. Avant même de répondre à la question pourquoi, je voudrais répondre peut-être d'abord à la question comment, mais pas de façon générale, à travers une petite chose simple. Oui. Regardez la façon dont, à l'école, nous faisons travailler les enfants. Je l'ai dit dans mon livre, dans mon plaidoyer pour la fraternité, on ne naît pas fraternel, on le devient. S'il y a une nature humaine, plusieurs philosophes l'ont dit, elle est introuvable. Hein. Est-ce que l'homme naît bon ou méchant? Bon, on peut voir Rousseau, hein, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, on peut lire tout un ensemble de textes. L'homme est ce que l'on fait, ce qu'on le fait être. C'est l'être perfectible par excellence, c'est l'être qui a tout à apprendre, c'est l'être qui conquiert son humanité par la société des autres, qui justement sont censés les autres qui sont censés l'éduquer à son humanité. Bon. À l'école, on nous apprend à travailler d'une façon qui est complètement individualiste. Complètement individualiste. L'école et les familles conspirent à la réussite purement individuelle de chacun, selon une logique et une logique de quasiment dès le départ de guerre de tous contre tous, ou en tout cas de concurrence généralisée. Et ce genre de processus qui a lieu à l'école se fait sur le fond d'écran de quoi? De ce que l'anthropologue américain Marshall Sahlins s'appelle une anthropologie sinistre. L'anthropologie sinistre, c'est-à-dire une vision de l'homme absolument catastrophique qui est devenue une espèce de préjugé commun de la culture générale, l'idée que l'homme est un loup pour l'homme. L'idée que, comme le disait Freud, l'homme a un penchant naturel à l'agressivité. Hein. L'idée que l'homme, en réalité, il faut le dresser. Il faut le dresser pour essayer de domestiquer au maximum ces pulsions naturelles qui seraient censées être des pulsions égoïstes, égotiques, vaniteuses, le déterminant dès le départ, presque invinciblement, à vouloir dominer son prochain, se servir de lui, abuser de lui à son profit, etc. etc. Bon. Donc, tant que nous n'attaquons pas dans la culture, dans son ensemble, ce préjugé fondamental sur la nature humaine, eh bien, nous sommes paralysés par nos propres représentations de fond. Tant que nous restons fixés sur cette anthropologie sinistre, et tant que tout le système social fonctionne pour faire une seule chose, qui est d'organiser la concurrence entre les intérêts particuliers, eh bien, la fraternité, évidemment, restera un vain mot. Donc tout cela, en réalité, nous convoque au plus haut niveau
et on va passer à la question pourquoi, tout cela nous convoque au plus haut niveau à une réflexion sur l'homme. Je l'ai dit souvent dans un certain nombre de livres, je l'avais dit par exemple dans un livre qui avait pour titre « Comment sortir de la religion » en 2000, je sais plus combien. J'avais dit, j'avais employé cette formule, avec la modernité, née à partir de l'Occident, nous avons centré la civilisation sur un homme décentré. Nous avons centré la civilisation sur un homme décentré, c'est-à-dire nous avons centré la civilisation sur un individu humain qui est coupé de toutes ses forces vives. Ces forces vives, c'est ce qu'évoquait Patrick Vivray tout à l'heure, c'est-à-dire ses liens. Son lien à soi, son lien fraternel à autrui, son lien à la nature et à l'univers. Et à partir de là, nous avons enfermé, enclos l'être humain dans la cage d'une individualité close, qui est pour moi symbolisée par exemple de façon absurde, jusqu'à l'absurde, par le fait que nous vivons dans les embouteillages, les uns à côté des autres, enfermés chacun dans la caisse en fer, dans la cage en fer de notre voiture. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment là une espèce d'image synthétique absolument parlante du rapport que nous avons à nous-mêmes et du rapport que nous avons aux autres dans notre civilisation, qui est fondé sur l'idée que l'individu seul est pour lui-même et par lui-même un tout autosuffisant, coupé de ses liens, et d'abord coupé du lien à sa propre intériorité, parce que nous précipitons les individus dans nos sociétés modernes dans un rapport qui est un rapport consumériste aux choses, qui est en même temps un rapport extrêmement superficiel à lui-même. Nous le condamnons à n'avoir que des désirs et des aspirations complètement horizontales et superficielles. Nous avons complètement oublié de prendre en charge collectivement quelque chose qui est pourtant essentiel pour que l'être humain n'étouffe pas dans une individualité close, qui est le chemin à construire, le chemin à ouvrir entre nous-mêmes et nous-mêmes, de la surface vers la profondeur, de nos intériorités, vers toutes les sources d'inspiration de la profondeur. Nous ne savons plus méditer sur nous-mêmes. Rien ne nous apprend à aller chercher, à aller puiser, à aller creuser en nous-mêmes jusqu'à ce que l'Évangile, bon, c'est une culture musulmane, mais il se trouve que j'ai lu l'Évangile, appelle les sources d'eau vive. Hein, vous savez, le Christ qui dit dans l'Évangile de Jean, celui qui croit en moi, eh bien celui-là trouvera en lui-même des sources d'eau vive. Alors, tu vois, bon, c'est des histoires, parce qu'on a une telle inculture religieuse qu'on est assez bête pour prendre ça au sens littéral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être humain qui apprend à creuser en lui-même trouve dans la profondeur de son intériorité des sources créatrices, des sources d'inspiration pour conduire sa vie avec vitalité, avec force, avec joie, cette fameuse joie spinoziste, qui sont extraordinaires, mais rien ne nous enseigne ce rapport approfondi à nous-mêmes. Rien dans nos sociétés. Voilà en quel sens déjà nous sommes des individus qui sommes décentrés. Décentrés déjà par rapport à notre propre centre. Hein. On n'essaie même plus réfléchir à la question de Dieu, c'est la question que j'ai abordée dans mon histoire de l'humanisme en Occident, dans ces termes-là. Quand on dit Dieu est causa sui, encore Spinoza, Dieu est cause de soi, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est cause de soi? Ça veut dire que, en réalité, la figure de Dieu nous interroge sur ce qu'est l'individualité véritablement reliée à sa profondeur. Et dans l'individualité reliée à sa profondeur, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la causa sui. C'est-à-dire que l'individu qui est vraiment relié en profondeur à lui-même, découvre qu'il y a en lui une puissance créatrice qui fait qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'aliments à l'extérieur, il n'a pas besoin d'aller piquer à l'autre, comme le disait Patrick Vivray, quelque chose, parce qu'il découvre en lui des trésors de puissance d'agir, de puissance d'être, de vitalité d'être, des ressources de bonheur, des ressources de beauté, des ressources de joie, des ressources donc aussi envers l'autre, de disponibilité. Qu'est-ce qui nous apprend ça aujourd'hui dans nos sociétés? Bon. Et on est aussi décentré par rapport à nous-mêmes parce qu'on a coupé le lien à une autre force de vie qui est la relation à l'autre. On a fait de la relation à l'autre un enfer. Sartre nous a tous absolument persuadés que l'enfer c'est les autres. Et en ce sens-là, il ne fait que cristalliser une civilisation qui a complètement perdu le sens de la relation à l'autre. C'est-à-dire que le sens de la relation à l'autre devient une relation qui est une relation dans laquelle on a en nous-mêmes incrusté ce préjugé que si je veux obtenir quelque chose, il faut que je le prenne à l'autre. Et c'est soit lui, soit moi.
On a perdu complètement l'idée, ou la conscience, qu'en réalité, il y a un lien de fraternité, qui est un lien de donnant-donnant, dans lequel plus je donne, plus je reçois. Pourquoi toutes nos civilisations spirituelles nous ont-elles parlé de l'amour? C'est pas un sentiment, l'amour, c'est une loi de la vie. C'est plus je donne, plus je reçois. Et nous, on croit au contraire que plus je donne, plus je me vide. Et donc je ne dois pas donner, je dois essayer de prendre. Et c'est chacun pour sa peau. Et avec la nature, je termine là-dessus, on a perdu le lien avec la nature. On vit dans des univers morts. Regardez la mort autour de nous. On est environné de matière morte. Et à partir de là, on s'étonne de ne plus croire en la vie, et même en la vie éternelle. Et on en fait justement simplement un objet de croyance un peu superstitieux qui renverrait aux maladies infantiles de l'humanité, toutes ces vieilles lunes, toutes ces vieilles illusions. Quand on vit avec la nature, quand on vit près de la nature, qu'on prend le temps même pas de s'émerveiller, on dit souvent, il faut retourner à la nature pour contempler, pour s'émerveiller. Bon. Pour regarder la nature. La nature nous donne une leçon permanente, qui était déjà la leçon du Phédon chez Platon. Continuellement, la vie sort de la mort. Continuellement, la vie reprend de la mort. Jamais la vie n'est vaincue par la mort. Je nous mets au défi, tous, de trouver la même leçon de vie, de confiance en la vie, d'inspiration par la vie dans nos univers morts. Est-ce que cette table va me donner la conscience de... Est-ce qu'elle peut me communiquer la conscience de quelque chose comme ça? Jamais de la vie, c'est qu'elle veut dire. Parce que cette matière-là n'a aucune capacité de régénération. Ou alors une capacité de... Oui, mais ce sont quand même des atomes, ce sont quand même des molécules. On ne voit pas, comme dans la nature, la façon dont les choses, saison après saison, avec justement une puissance de vie absolument incroyable, finissent toujours par se régénérer. Bon. Donc, si vous voulez, pourquoi la fraternité? Elle est là, la réponse. Pourquoi la fraternité? Parce que, eh bien, c'est sur le plan de la relation à l'autre, justement, cette notion qui nous permet de renouer le lien avec des puissances de vie qui aujourd'hui nous font complètement défaut, dans des univers qui sont triplement mortifères, parce que ce sont des univers qui nous privent aussi bien de la puissance de vie nourrie par le rapport à soi, de la puissance de vie nourrie par le rapport à l'autre, de la puissance de vie nourrie par le rapport à la nature. Et je vais terminer juste sur une chose, qui est la spiritualité. Et le spirituel. Amen. Merci mon frère. Amen. Alors, on est dans une église. Le spirituel. Pourquoi le spirituel? Parce que le spirituel, c'est pas le religieux, c'est pas l'église, c'est pas Amen ou Amine. Le spirituel, c'est tout ce qui met notre âme en croissance. Tout ce qui permet ce que Cicéron appelait une culture de l'âme. Tout ce qui nous fait grandir en humanité. Tout ce qui nous fait croître intérieurement. Et comment voulez-vous que nous puissions croître intérieurement si nous sommes coupés de toutes les puissances de vie? Donc le spirituel, il est inutile d'aller le chercher, ou en tout cas il n'est pas nécessaire d'aller le chercher dans ce que Roger Caillois a appelé l'administration du sacré, en parlant de la religion. La religion n'a fait que servir de support, c'est un support parmi d'autres, permettant à l'être humain de se mettre en relation avec un certain nombre de puissances de vie. Et je crois que je n'hésite pas à affirmer aujourd'hui, même si pour certains c'est incompatible avec ma qualité de philosophe, que nous devons remettre le spirituel au centre de nos débats, de nos questions sociales, de nos préoccupations existentielles, parce que le spirituel, ce n'est pas le religieux, c'est une réflexion de fond, aussi vieille que l'humanité, sur ce qui peut nous mettre en relation avec des puissances de vie susceptibles de nous faire croître en humanité, aussi bien personnellement que collectivement. Et j'ai l'impression que nous vivons de ce point de vue-là dans des sociétés primitives, toutes développées qu'elles soient, parce que nous sommes incapables de mettre les forces de la civilisation, toutes les forces de la civilisation, des forces institutionnelles, aux forces technologiques, aux forces culturelles, etc., de les mettre au service de ces choses qui se sont pourtant transmises comme des héritages tout au long d'un certain nombre de millénaires, ces choses qui nous parlent justement de la mise en lien de l'être humain avec les puissances de vie. Voilà. Bon, pardon. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Patrick, et notamment quand tu dis que les forces immenses n'ont pas encore joué. Je crois que là, il y a une application immédiate par rapport à ce qui nous concerne. Ne nous laissons pas complètement intoxiquer
intoxiqués par tous les discours catastrophistes et encore aujourd'hui par tous ces discours guerriers, etc. etc. Il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses qui se font. Je vais te dire. D'abord, je circule en France partout, avec mon plaidoyer pour la fraternité, aussi pour la lettre ouverte au monde musulman, etc. Et je me rends compte à quel point, dans le pays réel, dans la vie réelle, c'est-à-dire loin de l'agitation politico-médiatique, et même loin d'un certain nombre de microcosmes intellectuels, eh bien, il y a un nombre très important d'engagés, il y a un nombre très important de mobilisés, qui justement retissent notre lien social complètement déchiré. Bon. Avec des choses parfois complètement improbables. Moi, ce que je fais, très concrètement, je vais vous le dire, je fais d'abord ce que fait le philosophe, c'est-à-dire j'écris des bouquins, et je me rends compte qu'autour de ces bouquins, il y a des espaces de solidarité qui se créent, chacun son truc, et je circule, je voyage, et je me retrouve parfois dans des lieux très improbables. Je vais vous donner un exemple de réunion à laquelle j'ai participé récemment. J'étais à Rennes, invité par le centre culturel Avicenne de Rennes. C'est un centre culturel de jeunes de culture musulmane qui ont pris en charge le dialogue interculturel dans les quartiers difficiles de Rennes. Et j'ai fait ma conférence sur mon plaidoyer sur la fraternité, pieds nus dans la mosquée, avec tout le monde, des musulmans et des non-musulmans. Voilà. Ça peut paraître complètement baroque. J'aurais pu m'en offusquer en me disant oh là là, mais je vais me retrouver instrumentalisé, etc. etc. Non, j'y suis allé, et puis je me suis rendu compte que là, il y avait des femmes et des hommes de bonne volonté, qu'il y avait des gens de toutes les confessions et de toutes les couleurs qui travaillent ensemble, loin de toutes les images hystériques données par les médias. Même si ailleurs, effectivement, il y a aussi des choses qui sont très inquiétantes. De mon côté, j'en ai eu aussi marre, pardon de dire les choses très comme ça, un peu abruptes, mais il n'y a pas beaucoup de temps, de la solitude du philosophe et de l'écrivain qui écrit ses bouquins dans son coin et qui les lance dans le public comme des bouteilles à la mer. Donc j'ai créé un centre de culture spirituelle à Paris, qui s'appelle le Sésame, dans lequel on offre de manière complètement non confessionnelle, de manière complètement libre, des cours dans lesquels on met à la disposition d'un public qui lui-même est complètement ouvert les héritages des grandes sagesses philosophiques et religieuses de l'humanité, sacrées et profanes, d'Orient et d'Occident, anciennes ou modernes. Et je peux vous dire que c'est absolument extraordinaire comme espace de rencontre. On a des gens qui sont dans une situation aujourd'hui de demande de sens qui est absolument extraordinaire. Et on a fait une séance lundi, alors voilà, c'est à une petite échelle, on est 40. On a fait une séance lundi où j'assure un certain nombre de cours. J'ai fait mon cours d'abord dans un premier temps, c'est-à-dire que j'ai parlé, c'est le thème que j'aborde au premier semestre, j'ai parlé de la quête. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une quête spirituelle? Qu'est-ce que c'est que se mettre en chemin? Je trouve des aliments aussi bien chez les stoïciens, que je trouve des aliments chez les maîtres soufis, que je trouve des aliments chez Martin Buber, que je trouve des aliments dans la Bhagavad Gita. Donc j'ouvre tous les livres, et je conduis ceux qui sont devant moi à ouvrir également tous les livres. Et après cela, seulement après cela, nous avons parlé de ce qui s'est passé. C'est-à-dire nous avons parlé du 13 novembre. Donc nous avons débattu, nous avons échangé, chacun a dit ce qu'il avait sur le cœur, beaucoup en avaient gros sur la patate, un certain nombre ont pleuré, etc. Mais nous avons créé un moment dans lequel nous avons véritablement, avec nos différences et au-delà de nos différences, nous avons réussi à communier. Voilà. Donc je crois que la responsabilité de chacun d'entre nous, c'est de ne pas se laisser intoxiquer justement par l'idée que rien n'est possible, que tout cela ce sont simplement des idéaux. Non, je ne crois pas que la fraternité soit une bulle spéculative. Je crois qu'il ne faut simplement pas attendre les médias pour en parler de façon durable. C'est à nous tous les engagés, à chacun à son niveau, de le faire vivre de façon durable. Voilà, la réponse. C'est tellement ancien, etc. Bon. Personnellement, je fais ma part modeste. J'ai écrit, donc au moment des événements, j'ai écrit une lettre ouverte au monde musulman dans laquelle il y a beaucoup de réflexions sur l'islam. C'est une lettre qui a été lue dans le monde entier, qui a été traduite en je ne sais combien de langues. Avant d'écrire cette lettre ouverte au monde musulman, j'ai écrit un certain nombre de livres. Je passe mon temps à expliquer des choses sur l'islam. J'ai une émission Culture d'Islam dans laquelle chaque semaine j'aborde tel ou tel aspect de ce qu'on appelle, c'est le titre même de l'émission, les cultures d'islam. Bon, donc je fais ce que je peux, en tout cas personnellement. Le deuxième point sur lequel je voudrais vous répondre, vous dites je prêche dans le désert parce qu'on est dans l'idéalisme, etc. Je crois que tout ça, je vais vous faire une réponse
vraiment, je dirais, de cœur à cœur, je crois que tout ça, c'est une question de regard. Et je crois que c'est une question de travail sur son propre regard. Je ne vois pas la même chose que vous. Vous le savez très bien, la représentation du réel chez l'être humain, c'est quelque chose qui est très personnel. Moi, je vois, ce dont parlait Patrick Vivray tout à l'heure, je vois des forces immenses qui se lèvent. C'est pour ça que j'ai pas peur de Daesh. C'est pour ça que j'ai pas peur de parler au monde musulman. C'est pour ça que je me laisse pas impressionner. Je me laisserais impressionner si j'avais l'impression que c'est la totalité de la réalité et que je suis en train de me faire écraser par quelque chose d'immense. Mais pour moi, les forces mortifères ne sont pas l'essentiel du monde aujourd'hui. Tout ce qui pourrait nous conduire à désespérer n'est pas l'essentiel du monde aujourd'hui. Voilà. Et je crois qu'il y a un très gros effort à faire, mais je suis d'accord avec vous, il n'y a rien qui nous aide à le faire aujourd'hui, ou trop peu de choses, à changer notre regard. Hein, et à accompagner chacun à son niveau d'engagement, de responsabilité, au contraire, toutes les forces immenses qui peuvent nous donner ce qui a été appelé tout à l'heure une confiance et une espérance dans le réel. Je ne crois pas que ce soit de l'idéalisme, mais vous savez, le débat entre idéaliste et réaliste, il est aussi vieux que la philosophie. Une capacité politique à faire de grands gestes symboliques. Alors évidemment, aujourd'hui, le problème, c'est qu'à la place des grands gestes symboliques, on fait des grands effets d'annonce. Donc si c'est pour nommer un ministre de la fraternité issu de la diversité, ce qui serait absolument magnifique, ça servira, moi par exemple, je refuserai absolument, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien du tout.